It is a great honor for me to have been awarded the Italia Prize for my radio play Embers. I do not ordinarily write for radio, but I think that it is a medium which has not been fully exploited, and that there are great possibilities for writers in this form of expression. Une vie, une œuvre, Samuel Beckett, par Catherine Pont-Imbert. Beckett était un homme qui avait une lumière folle en lui. Moi, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai été absolument ébloui, percé vraiment par la beauté qui émanait de son visage, une beauté qui n'est pas une beauté fade, qui est une beauté avec sa spiritualité, avec son intelligence, avec sa profondeur, et percée, transpercée par la lumière qui émanait de ses yeux et de tout son être. Peut-être une façon de synthétiser en quoi il ferait rupture serait peut-être de dire que là où d'autres auteurs ont besoin de 2-3 scènes, peut-être voire d'un acte pour exprimer une chose, lui, il lui faut 2 phrases, on va dire 2 répliques avec un silence ou 2 silences, et que cette matière condensée, ça dit aussi l'écriture de Beckett. Tout ça c'est de l'extrait. Enfin, comme il y a de l'extrait de parfum, on pourrait dire qu'il y a de l'extrait de sens à l'intérieur de 2 répliques. Ils n'aimaient pas les metteurs en scène qui faisaient à leur tête. Il fallait suivre la lettre. Pour ce que vous dites, il avait une vision tellement précise. J'ai noté ça dans mon livre aussi, c'est qu'il a dit à Billie Whitelaw, son actrice préférée, il a dit à un moment donné, Billie, est-ce qu'au lieu de 3 points de suspension, tu peux faire 2? Et elle a fait. Jacques Lacan disait de lui qu'il était l'écrivain qui a sauvé l'honneur de la littérature. À quoi il faut ajouter que, d'un point de vue formel, Samuel Beckett a bouleversé la littérature et la dramaturgie. Son œuvre est une révolution. Personne avant lui, personne après lui, n'a écrit de cette manière condensée, intense, fulgurante, dans une fusion totale de la langue et du sentiment. En 1953, avec la création d'En attendant Godot au théâtre de Babylone, ces personnages de clochards désarmés qui tuent le temps dans une longue conversation sur leurs doutes et leur impuissance déclenchent un véritable raz-de-marée. Beckett a tourné une page de l'histoire théâtrale et s'est valu une renommée internationale qui, quelques années plus tard, en 1969, sera couronnée par le prix Nobel de littérature. Le romancier de Molloy, de Malone-Meur, de l'Innommable, l'auteur d'En attendant Godot, de Fin de partie, de Oh les beaux jours, ne parle jamais que du même sujet. En effet, l'œuvre de Beckett est traversée par une pensée essentielle et récurrente, la tragédie de la naissance, l'obscurité de la condition humaine. Vous êtes sur Terre, c'est sans remède, dit le personnage de Ham dans Fin de partie. Cette œuvre est cependant très éloignée de sa réputation de pessimisme, car il s'agit aussi d'une œuvre humoristique, sarcastique, blasphématoire, qui suscite le rire, même si le rire naît de la souffrance. Aussi loin de l'auteur noir, désespéré ou négatif, Beckett est d'abord un homme d'une incroyable lucidité. La parole chez lui est nue, sans effet, sans affabulation. À travers cette épure de la langue, le silence, qui s'accentue avec le temps, Beckett épingle l'homme comme un être de langage, fait ou défait par sa seule parole. Beckett disait que rien ne pouvait être affirmé sur son œuvre, qu'elle devait être perçue et qu'il fallait en faire l'expérience. À la fin de ses études, il a tenté d'être professeur, Didier Anzieux. Mais il venait habillé en clochard, avec une bouteille de vin dans la poche, pour enseigner aux jeunes filles de l'aristocratie de Dublin la littérature française. Et
il n'a pas pu être conservé comme professeur et il a donné sa démission avant d'être renvoyé. Il s'est enfermé dans sa chambre, dans le noir, en refusant de sortir, en refusant de communiquer, et il a présenté des symptômes extrêmement inquiétants de dépression bien sûr, mais aussi des troubles respiratoires, des furonges dont un très mal placé qui le rendait, qui l'humiliait beaucoup, et il a été tiré d'affaire par un condisciple de Trinity College qui était devenu médecin et qui, lui rendant visite, a eu un œil médical sur lui, et au cours de longues conversations, de promenades, il a fait toucher du doigt à Beckett que ses troubles physiques étaient psychosomatiques, c'est-à-dire d'origine psychogène, et il lui a conseillé de venir à Londres, de quitter Dublin où il y avait une mainmise de sa mère atroce sur lui, de venir à Londres pour entreprendre une véritable psychanalyse avec le docteur Wilfred Bion, jeune analyste, puisqu'il semble même, d'après les renseignements que j'ai essayé d'obtenir, qu'il était en train de faire sa propre analyse lui-même, Bion, tout en commençant l'analyse de Beckett, et qu'il a peut-être été, peut-être pas le premier cas, mais le deuxième ou le troisième cas. Je crois que la gravité des symptômes qui étaient les siens, à la limite de la schizophrénie, c'est déjà bien beau pour Bion d'avoir amené Beckett au point où il l'a amené, d'être capable de prendre la décision par lui-même de quitter sa patrie, sa mère, sa langue, et de se lancer dans la création littéraire. Quitter sa mère, quitter son pays. Tom Bishop. Je ne sais pas si je suis prêt à mettre les deux ensemble, parce que s'il avait des problèmes avec sa mère, il n'avait pas de problème avec son père, et l'Irlande était aussi, son œuvre est pleine d'Irlande. La géographie de son œuvre est en grande partie irlandaise, c'est-à-dire que sa jeunesse ne l'a pas quitté. L'Irlande de la jeunesse de Beckett des années 20 et du début des années 30 était un pays répressif et un pays et retardataire, et un pays qui a produit de grands artistes, de grands écrivains, et qui ont tous quitté l'Irlande. Oscar Wilde, George Bernard Shaw, ils sont tous partis. Beckett, au moment quand la guerre a éclaté, la Deuxième Guerre mondiale, il était à Dublin en visite à sa mère. C'est d'ailleurs je crois la dernière fois avant sa mort. Et quand la guerre a éclaté, il a décidé tout de suite de rentrer en France, disant, c'est célèbre, qu'il préférait la France en guerre à l'Irlande en paix. Et Madame Beckett, mère, était sans doute quelqu'un de très, très, très difficile. Le père aimé, adoré, est mort beaucoup plus tôt que la mère. Et donc, il y a la mère qui est restée, qui était sévère. Les Beckett faisaient partie des Irlandais protestants, relativement sévère, la mère certainement. Elle désapprouvait Sam, qui traînait à travers l'Europe, qui ne faisait rien il écrivait des petites choses, il avait un poste à Trinity College comme professeur, il l'a quitté, c'était pas un homme sérieux. Et puis il y avait beaucoup de femmes, beaucoup d'alcool, tout ça, c'était fait pour déplaire à Madame Beckett. Didier Anzieux en 1992.
mais il décrit la boue qu'il y a au fond de lui. Il est allé pêcher dans la boue qu'il y avait au fond de lui le matériau qu'il a monté en œuvre romanesque. Et en écrivant ces romans, Beckett a fait, le mot n'est pas très bon, des pseudo-séances de psychanalyse. C'est-à-dire qu'il s'est imaginé, parlant à l'analyste derrière lui, qui n'était pas là, quand il y avait un analyste derrière lui, il ne pouvait pas aller jusqu'au bout de ce qu'il avait à dire. Tandis que quand il était tout seul, en imaginant derrière lui un analyste, il a pu aller, autant qu'on peut dire, jusqu'au bout de ce qu'il avait à dire et de ce dont il souffrait. C'est ça que j'ai essayé de montrer, que c'était une auto-analyse fictive, plus efficace qu'une psychanalyse réelle, telle qu'elle avait été, vu les difficultés de l'un et de l'autre. Ce texte s'appelle Le voisin de zéro. Voilà. Hélène Cixous. Alors pourquoi Beckett, je peux l'aimer, un peu précieux, rare. Moi qui ne suis pas du côté du noir-gris, qui est le sien, je peux l'aimer, lui, figé en perte d'équilibre, comme il dit. Moi qui préfère le bon et traverser toutes les zones opaques, épaisses, luxurieusement paresseuses de son brouillard, pour venir l'aimer quand même, comme une sorte de prochain. Eh bien, c'est à cause de l'insistance à être lui-même, d'hier à l'au-delà, dès aujourd'hui, lui-même fidèle à lui-même, à être inflexiblement, si cassé et rompu soit-il, le même lui-même, sans adultération, à avoir toujours été celui qu'il serait, et inversement à devenir sans fin, celui qu'il aura toujours déjà été, incorruptiblement, à cause du croassement, vagissement, râle de sa voix de Bellacqua, puisqu'il aura fait le tour du monde purgatorial, purgeant, purgé, clopant, clopin, pour revenir réduit à presque rien. Le même, sur les mêmes semelles élimées par le temps, puisqu'il a toujours été, jamais cessant d'être le same, Sam, avant Shem, Sham, Sean, Joyce, pendant et après Joyce, parce qu'avant de signer et masquer Bellacqua, il a déjà démasqué en lui-même Dante, Proust, Vico, Joyce, parce qu'il n'a jamais menti, trompé, ressemblé, seulement oscillé devant être tellement Sam et peut-être Zam, Grausam, comme dirait l'allemand, et je le dis en l'honneur du génial germanophone qu'il était, Sam ou Zam, si grau, grey, gris, Sam même, qu'il n'a jamais même, semble-t-il, se coiffer de Samuel, le prédécesseur biblique. Samuel trop long, je reviens à Sam, Zam, plus bref, Am. Grausam, un mot, deux mots, plus d'une langue pour nommer l'affect qui bat dans toute sa rotonde mentale, depuis le premier jusqu'au dernier soupir, pause, pause comme il dit en anglais, temps en français. Un temps. Grausam, donc il le fut, l'est comme tout le monde un peu et absolument comme personne. Grisam, mais d'abord, et j'emprunte à Freud, ce mot allemand pour synonymiser l'humain, c'est-à-dire cruel, grausam. Cruel Sam Beckett? Oui, non. Cruel d'une cruauté désaffectée, naturelle, blanche. Cruauté blanche, peut-être grise, puis de moins en moins. Encore de moins en moins, plus encore. Fidèlement cruel, sans sang, sans une goutte. Pour ce qui concerne les premières œuvres, Tom Bishop, il faut peut-être tout de même évoquer une rencontre qui a été décisive pour Beckett. C'est la rencontre avec Joyce, qui se fait à Paris d'ailleurs. Beckett a connu Joyce tôt, quand il est venu à Paris au milieu des vers 33-34. Il a été dans l'entourage de Joyce. On a dit que c'était le secrétaire de Joyce, ce qui est faux, mais Joyce commençait à perdre sa vue et beaucoup de jeunes auteurs, disciples ou pas disciples, l'aidaient, lisaient pour lui, et Beckett était de ceux-là. Et quand on voit un roman comme le grand roman qu'il a écrit à cette époque, Bande et Sarabande, tout ça c'est très joycien, tout jeu de mots,
des jeux de mots qui sont tout à fait sous l'influence de Joyce. Murphy, il y a encore beaucoup d'influence de Joyce. Personnellement, je pense qu'une des choses qui l'ont poussé, peut-être la chose la plus importante, qui l'a incité à changer de langue, c'était pour se débarrasser, pour se libérer du joug de l'influence de Joyce, qui était très, très, très difficile. Et il pensait sans doute qu'en anglais, il ne pouvait pas le faire, qu'en français, ça le distanciait. De toute manière, le français se prêtait beaucoup moins aux jeux de mots, aux calembours, à tout le mécanisme joycien. Et avec, dans Mercier-Camier, son premier livre en français, l'aspect joycien est déjà amoindri. Dans Molloy, encore plus. Dans Molloy meurt, je dirais que c'est fini, ça a disparu. Un temps, furieux. Eh bien, Beckett s'était disputé avec un clochard, boulevard Saint-Michel. Il s'était disputé avec ce clochard qui était soûl. Et Beckett s'étant éloigné, le clochard a couru derrière lui et lui a donné un coup de couteau. Pas bien grave. Nino Frank, en 1967. Juste une dizaine de jours à l'hôpital. Oui, c'était assez extraordinaire. C'était à Cochin. Il y avait une espèce de grande salle, puisque c'était une salle commune. Naturellement, Beckett n'avait pas le sou, donc il était dans une salle comme ça. Il y avait une espèce de lumière, un peu d'aquarium. C'était la fin de la journée, si je me souviens bien. Et il y avait Beckett dans son lit qui était buté dans un silence tout à fait hostile non pas à nous, mais hostile à tout ce qui lui arrivait. Il était furieux. Et Joyce, assis devant Beckett, et qui avait l'air de s'amuser prodigieusement, mais qui ne disait pas un mot. Alors, de temps à autre, comme ils parlaient naturellement anglais entre eux, et que, à l'époque, je comprenais un peu mal l'anglais, je ne pouvais pas suivre cette conversation extrêmement laconique. De temps à autre, ils échangeaient un mot, et puis, au bout d'un long moment, Joyce souriait, comme si ce mot avait une répercussion en lui. Beckett ne riait ni ne souriait. J'ai rarement vu sourire Beckett. Il avait les lèvres pincées. Oui, il était... Les lunettes étincelantes. Ah oui, il était furieux. Si l'on regarde Tom Bishop, la vie d'écrivain de Beckett dans le temps, on peut peut-être dire, de manière un peu grossière, mais qu'il y a peut-être 3 périodes dans sa vie d'auteur jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il y a cette formidable époque où il écrit ses textes les plus connus, entre 45 et 60. Et puis la dernière époque, de 60 jusqu'à sa mort, avec dans chacune de ces 3 étapes, malgré tout, dans le travail d'écriture, des évolutions, des changements. Ah, oui, je serais d'accord avec vous dans ces 3 grandes étapes, mais ça correspond aussi, pas seulement, mais aussi à des périodes d'écriture, de choix de langue dans l'écriture. La première période était, il écrivait uniquement en anglais. Et cela jusqu'environ en 1946. Il vivait déjà en France, d'abord à Paris, et puis pendant la guerre, il a dû fuir Paris parce qu'il était dans un groupe de résistance qui avait été découvert par les Allemands. C'est d'ailleurs très peu connu. Il n'en parlait pas du tout, mais Beckett était un résistant. Il était citoyen irlandais d'un pays neutre, et il s'était inscrit dans un groupe de résistants, et il a été obligé de fuir parce que quelques membres du groupe ont été arrêtés. Et puis il s'est mis à écrire en français. C'est pas rien de changer de langue pour un écrivain. En tout cas, à partir de 1946 environ, il se met à écrire en français, et dans l'espace de 7-8 ans, il va écrire en langue française ses plus grandes œuvres, certainement les œuvres les plus connues, la trilogie romanesque, Molloy, Malone meurt, l'Innommable, En attendant Godot, Fin de partie, Texte pour rien, des nouvelles, enfin une créativité inouïe dans très très peu de temps, tout ça en langue française.
Et à partir de là, et surtout avec L'Innommable, qui est un livre remarquable, peut-être son plus grand livre, et qui commence par une interrogation sur l'être, où maintenant, qui maintenant, quand maintenant, et qui se termine par il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer, qui termine donc par ce je vais continuer, qui est énorme, énorme. Et avec cela, néanmoins, Beckett s'est trouvé acculé dans un cul-de-sac où il ne pouvait plus écrire. Il ne savait plus écrire, et à ce moment-là, il commence à se traduire pour se distraire, dit-il. Enfin, pour faire autre chose que de créer. Et en 1960, il se sort de cela avec un livre, encore une fois en français, Commencer, un roman très important, grand roman, moins connu que les autres. Et à partir de là, ça va, c'est reparti. Jamais facilement. Beckett n'a jamais écrit facilement. Il souffrait, toute écriture était une souffrance pour lui, mais comme il l'a dit, ne pas écrire était une souffrance aussi. Et à partir de 1960, il a écrit dans les deux langues, tantôt en anglais, tantôt en français, sans vraiment de formule très précise. Donc les deux, et il s'est auto-traduit. Donc il y a cette œuvre merveilleuse et qui est d'autant plus extraordinaire parce qu'elle est double. Car ce n'est pas vraiment une traduction quand il a écrit un texte en français et qu'il le traduit en anglais, ou quand il a écrit un texte en anglais et qu'il le traduit en français. Ce n'est pas une traduction, c'est une nouvelle création. C'est unique, on n'a pas ça pour un autre auteur. Route à la campagne avec arbre. Soir. Estragon, assis sur une pierre, essaie d'enlever sa chaussure. Il s'y acharne des deux mains en hahanant. Il s'arrête, à bout de force, se repose en haletant, recommence. Même jeu. Entre Vladimir. Je veux vous dire, je l'ai rencontré en fait 3 jours avant la rencontre officielle en guillemets. Anne Attic et Avigdor Arica. Pendant une représentation de Godot. Blin, que je connaissais depuis 49 ou 50, et il connaissait la fille avec laquelle j'étais à l'époque, qui était actrice, nous a invités à aller avec eux prendre un café ou un pot. Et moi, j'ai parlé avec elle, elle me donnait des coups de pied sur la table, et j'ai cru que je disais une bêtise, et après elle m'a dit « Idiot, tu as parlé à Beckett !» J'ai cru m'évanouir. Quoique j'avais un soupçon, mais je ne croyais pas qu'il existait, vous voyez. J'admirais tellement. Disons que j'étais, pour moi, Beckett était une seconde rencontre avec Lao Tse, qui était ma grande rencontre à l'âge de 16 ans. Je veux dire, imaginaire, les textes. D'ailleurs, il y a ici une économie dans le texte qui est pareille. D'ailleurs, en Amérique, on m'a dit qu'il n'existait pas, comme Avigdor a dit. Oui. Tout le monde a dit non, ça n'existe pas. Non. Comme on disait de Shakespeare, n'est-ce pas? Donc, j'avais aussi grand peine à le croire, mais Avigdor m'a présenté, j'avais peur d'ouvrir ma bouche. Mais puisque j'aimais Yeats beaucoup, et lui, il citait Yeats pendant des heures après. D'ailleurs, dans toutes nos rencontres après, on citait Yeats, jusqu'à ce que moi, j'ai commencé à parler un tout petit peu le français. Donc là, il a continué en français. Mais notre amour pour Yeats et pour la poésie anglaise en général, ça nous a beaucoup liés. Comme la poésie allemande. Oui, moi j'avais la poésie allemande. Et le français aussi. Bien sûr. Et française. Oui. C'est-à-dire... et Dante, évidemment, et Pétrarque, tout ça. On avait tort de l'adjoindre à l'avant-garde. C'est absurde. Il était classique d'emblée. Qu'est-ce que ça veut dire classique? Classique veut dire maître. Voilà. Tout à fait. Maître. Et il était en contact avec les maîtres.
avec le passé, avec la continuité, pas pour répéter le passé, mais pour se nourrir. Se nourrir. Alors, c'était ça. Comme pour moi, la peinture, c'est la même chose. C'est tout à fait la même chose. Moi, c'est ça l'essentiel de savoir que pour arriver à l'essence du langage, à cette économie qu'il avait, il fallait jeter des siècles, il fallait maîtriser, avec le mot maîtriser, il fallait avoir maîtrisé le tout avant. Et ses lectures étaient phénoménales. Il avait une mémoire littéraire phénoménale. Je crois que Queneau avait aussi un peu comme ça. Oui, il y en a des génies. Il y avait des génies comme ça. Mémoire, il n'aurait jamais pu écrire des phrases qu'on dit courtes et essentielles sans avoir un langage. Il maîtrise un langage encyclopédique pour le jeter, pour arriver à la vérité. C'est ça. Il a dit plusieurs fois qu'il voulait déchirer le voile qui est sous le langage pour avoir le visage vrai. Voilà. Ce qui est très beau dans le récit que vous faites de votre amitié, en plus c'est une amitié que vous avez tous les deux partagée, donc vous étiez... Oui, surtout, mais vous étiez présente. Oui, mais ce qui est très beau justement, c'est qu'on voit que c'est une amitié qui est fondée sur le bonheur et le plaisir de partager ensemble la poésie, la musique, le goût pour la peinture, cette culture, et de la rendre extrêmement vivante, parce que ce que vous relatez des moments que vous avez partagés ensemble, c'est extrêmement joyeux aussi. Oui, bien sûr. Et le vin n'y était pas pour peu de choses. De bon vin, il appréciait beaucoup de bon. Il appréciait, vous savez, il appréciait tout ce qui était beau. Tout ce qui était beau. Malgré les faits, pas malgré les faits. Il a pu écrire sur ce qui était misérable parce qu'il savait ce qui était beau. Voilà. Ça, c'est bien dit. Vous voyez ce que je veux dire? Que la vie, il savait ce qu'on perdait quand on perd la vie. Voilà. Mais d'ailleurs, c'était pas misérable, parce qu'au fond, tout ce qui se passe est chez lui l'extrême limite de la vie. Au fond, oui, c'est ça. Il est allé jusqu'à la dernière frontière. Et c'est comme ça. Tout se passe là. C'est pas au centre de la cité que ça se passe, mais ou bien à l'intérieur de quelqu'un, l'intérieur d'eux-mêmes, ou l'extrême limite. C'est peut-être cette pudeur de Beckett qui a fait dire à Sioran dans ses exercices d'admiration que pour lui, Beckett était un homme qui se tenait à l'écart. C'est peut-être une formule, je ne sais pas ce que vous en pensez, Tom Bishop, mais qui va pas mal à Beckett, avec tout ce qu'elle sous-entend à la fois de solitude, mais aussi de détermination. Je pense que Sioran avait raison, que Beckett se tenait à l'écart. Sioran, d'ailleurs, lui-même se tenait assez à l'écart, mais moins que Beckett. Mais Beckett n'était pas sauvage. Je sais que on aime croire que Beckett était un sauvage. Il ne l'était pas, mais c'était un homme qui avait un grand sens de ce qu'il y a un mot en anglais et il n'y a curieusement pas d'équivalent en français pour le mot privacy, pour le mot qui implique de s'appartenir, d'être à l'écart, oui, c'est ça, d'être à l'écart, de respecter l'espace autour de soi. Il avait besoin de cet espace, mais à l'intérieur de cet espace, il était pas du tout sauvage, il avait des amis, il aimait sortir, il aimait dîner, il aimait boire, il y avait des époques où il buvait beaucoup. Moi, je l'ai connu après l'époque des grandes beuveries, mais il aimait toujours ça. Il aimait, enfin, quand je dis sortir, c'était pas
On n'allait pas danser ensemble. Il n'allait pas danser du tout. Mais il s'intéressait à beaucoup de choses, que ce soit la vie politique du monde ou le match de football ou de cricket, mais aussi le théâtre. Mais alors le théâtre, évidemment, c'était quand lui-même s'était mis à faire des mises en scène. Parce que sinon, il n'allait plus au théâtre. Il allait au théâtre avant qu'il n'écrive pour le théâtre lui-même, et après, il n'y allait plus. Jusqu'au jour où il s'était mis à faire de la mise en scène, et là, il allait au théâtre. Il aimait travailler au théâtre. Il le faisait à Paris et autour de Roger Blin et ensuite avec Pierre Chabert, et à Londres au Royal Court, et surtout à Berlin où il a beaucoup travaillé, et puis pour la télévision allemande aussi. Il aimait ce travail, il aimait le travail avec les gens, mais il n'aimait pas aller au spectacle. Et d'ailleurs, même quand il avait lui-même fait la mise en scène, il allait jusqu'à la dernière répétition et c'était fini. Il n'allait pas à la première, tout simplement parce qu'il y avait trop de monde. En attendant, essayons de converser sans nous exalter, puisque nous sommes incapables de nous taire. C'est vrai, nous sommes intarissables. C'est pour ne pas penser, nous avons des excuses. C'est pour ne pas entendre, nous avons nos raisons. Toutes les voix mortes. Ça fait un bruit de feuilles, de sable, de feuilles. 15 janvier 1953, en attendant Godot. Peut-on savoir où monsieur a passé la nuit? Dans un fossé. Un fossé? Où ça? Par là. Et on ne t'a pas battu? Si. Pas trop. Toujours les mêmes? Les mêmes? Je ne sais pas. Quand j'y pense, depuis le temps... Je ne serais pas surpris que la pièce que vient de représenter le théâtre de Babylone fût également considérée par certains comme un chef-d'œuvre. Personnellement, je suis bien loin d'être de cet avis. Ce qu'il faut dire tout de suite, et ce qui est indiscutable, c'est qu'en attendant Godot a été admirablement monté par M. Roger Blin et qu'un des interprètes, M. Rimbourg, m'est apparu comme un grand acteur. Deux pauvres diables, aux vêtements de ville élimés et aux chapeaux melons crasseux, qui semblent avoir fait à peu près tous les métiers, et dont nous ne connaîtrons pas les origines, attendent un certain Godot qui doit les dépanner. Nous ne le verrons pas. Ils s'apprêteront encore à renouveler leur attente au baisser du rideau, alors qu'elle aura été déçue jour après jour. C'est un spectacle qui peut être conseillé, mais à condition de bien spécifier qu'il n'y a là à peu près rien qui ressemble à ce que nous appelons d'habitude le théâtre. Fais voir. Les nouvelles littéraires, Gabriel Marcel. Voilà l'homme tout entier, s'en prenant à sa chaussure alors que c'est son pied le coupable. Jeudi 28 juin 1956. Les nouvelles littéraires, en attendant Godot. Étant donné l'existence telle qu'elle jaillit des récents travaux publics de Poinçon et Watman, d'un dieu personnel, à barbe blanche, hors du temps de l'étendue, qui du haut de sa divine apathie, sa divine atambie, sa divine aphasie, nous aime bien à quelques exceptions près, on ne sait pas pourquoi, mais ça viendra, et souffre à l'instar de la divine Miranda. Le théâtre Hébertot vient de reprendre la pièce de Samuel Beckett, qui est en train de faire le tour du monde. Je reviendrai sur ce succès extraordinaire et imprévisible, qui constitue un phénomène digne de la plus sérieuse attention. Je craignais un peu qu'il n'influe sur ma réaction, mais je manquerais à la plus élémentaire honnêteté si je ne disais pas que la pièce, cette fois-ci plus que précédemment, m'a causé un malaise qui à la fin est devenu presque intolérable. J'avais éprouvé une impression un peu analogue lorsque je vis huis clos pour la première fois. Ici et là, nous sommes dans l'irrespirable, un irrespirable voulu comme tel. Mais ce succès mondial de la pièce, à quoi l'attribuer? Il me semble discerner une certaine parenté entre le phénomène Godot et le phénomène Charlie Chaplin. Mais il faut surtout dire que ce succès est sans doute lié à une fatigue universellement ressentie et qui porte sur toutes les expressions formalisées, si j'ose dire, du théâtre constitué. Comme si on éprouvait le besoin de se réfugier dans une espèce de néant atteint au niveau du cirque et du dessin animé. Si vous allez voir Godot, dites-vous bien que vous entrez en clinique pour y subir un test. La façon dont vous réagirez à ce spectacle vous éclairera d'abord sur vous-même.
Gabriel, Marcel. La critique a toujours été extrêmement contradictoire, Pierre Chabert, vis-à-vis de Beckett, en faisant un auteur tour à tour métaphysique, en parlant de son théâtre comme d'un théâtre de l'absurde. Bref, autant de visions qui peut-être traduisent le fait qu'en réalité, il est pratiquement impossible de lui accoler des étiquettes, qu'il échappe à tout ça, non ? Je suis bien d'accord avec vous. Ça commence avec En attendant Godot, une pièce écrite dans le noir, comme il disait, c'est-à-dire en sachant pas très bien ce qu'il écrivait, en avançant à tâtons, et aussi écrite dans le noir de la connaissance théâtrale, c'est ça qu'il voulait dire aussi. Et puis, alors, après Godot, ce western endiablé, comme il disait aussi, il fallait vraiment passer aux choses sérieuses, et les choses sérieuses commencent après Godot, avec Fin de partie, où de plus en plus les personnages vont être immobilisés, et où de plus en plus on va vers un théâtre qui est épuré, où les personnages sont... Le nombre des personnages est réduit, on va vers le monologue, on va vers une réduction de l'espace. Le noir gagne la scène et cerne les personnages, et puis on va plus loin, on ne voit plus qu'une partie du personnage, on ne voit plus que la bouche, par exemple, ou dans Pas moi, où on ne voit plus que les têtes dans Comédie et dans d'autres pièces qui suivent. Alors donc vous voyez, c'est difficile de parler de ce théâtre comme d'un tout. Roger Blin, en 1969. La pièce dormait depuis un certain temps, jusqu'à ce que je rencontre Georges Neveu. Qui faisait partie de la commission. Oui, qui faisait partie de la commission, à qui je dis, vous avez certainement dans les piles de pièces que vous recevez pour la commission, En attendant Godot, faites-moi l'amitié de la lire, n'est-ce pas ? Et le lendemain, j'ai reçu un pneumatique que je n'oublierai jamais, de Georges Neveu, me disant, enfin, il faut absolument monter cette pièce, je me battrai pour, enfin, il avait compris tout de suite. Et alors, dans cette commission, qui distribuait quelques aumônes, comme ça, alors j'ai bénéficié de ça, on m'a accordé quelque chose de l'ordre de 500 000 francs anciens, que j'ai porté à Serrault. Mais alors, finalement, au bout d'un an, le théâtre était en difficulté. On s'est dit, risquons le tout pour le tout. S'il faut mourir, mourons en beauté. Et puis, comme ça, le 3 janvier 1953, nous nous sommes lancés. Beckett n'était pas là, il était venu aux répétitions. Alors, Godot, l'extraordinaire dans Godot, c'est l'écriture. C'est au fond que Beckett a transcrit un langage extrêmement simple de la vie de tous les jours, et on a l'impression d'une conversation à bâton rompu. Je crois que Beckett nous fait sortir du salon bourgeois. Moi, je résumerais les choses comme ça. On ne sait pas où. On est une route à la campagne, dit-il, mais enfin, tout ça est évidemment très vague. Nous sommes ailleurs. Nous sommes ailleurs, et c'est la grande invention de Beckett d'avoir situé son théâtre dans cette autre scène qui n'est jamais mimétique, qui ne représente jamais rien. Il n'y a pas de décor chez Beckett. Il y a des scénographies, c'est-à-dire un travail sur l'espace, dont les personnages, finalement, s'intègrent. Le corps des acteurs s'intègre dans cette scénographie. En tout cas, ils font partie de la composition visuelle, de la composition quasi picturale de la scène. Si je voulais quand même résumer, je dirais que c'est un théâtre qui fait la synthèse entre une forte inspiration visuelle, très inspirée par la peinture. D'ailleurs, Beckett nous a confié que En attendant Godot, la source d'En attendant Godot, résidait dans une toile d'un romantique allemand, Friedrich. Bon, avec ces deux hommes qui contemplent la lune, comme ça, une nuit à la campagne, avec un grand arbre qui les couvre un petit peu. Acte 1, page 68. La lumière se met brusquement à baisser. En un instant, il fait nuit. La lune se lève, au fond,
monte dans le ciel, s'immobilise, baignant la scène d'une clarté argentée. Enfin. Estragon se lève et va vers Vladimir, ses 2 chaussures à la main. Il les dépose près de la rampe, se redresse et regarde la lune. Qu'est-ce que tu fais? Je fais comme toi, je regarde la blafarde. Je veux dire avec tes chaussures. Et il y a aussi un autre aspect, et donc Beckett en fait la synthèse, une forte inspiration musicale qui fait que la parole est traitée. La parole est, et je dirais même la construction de la pièce, déjà dans Godot, la construction est parfaitement musicale, basée sur des répétitions, des échos, des thèmes qui deviennent des leitmotifs. On attend Godot. Bon, c'est le leitmotiv. Allons-nous-en. Non, on ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. Voilà. Donc, il y a cette magnifique synthèse entre le côté visuel et le côté musical, en tout cas la parole utilisée comme une musique, et pas seulement la parole, je dirais toute la construction de la pièce. Qu'est-ce que c'est, mon gros? C'est pour la bagatelle? Tu dormais? Oh non. Embrasse. On ne peut pas. Essayons. Les têtes avancent péniblement l'une vers l'autre, n'arrivent pas à se toucher, s'écartent. Pourquoi cette comédie tous les jours? J'ai perdu ma dent. Quand cela? Je l'avais hier. Ah, hier. Ils se tournent péniblement l'un vers l'autre. Tu me vois? Mel, et toi? Quoi? Tu me vois? Mam! Tant mieux. Ne dis pas ça! Notre vue a baissé. Oui. Un temps. Ils se détournent l'un de l'autre. Tu m'entends? Oui, et toi? Oui. Notre oui n'a pas baissé. Notre quoi? Notre oui! Non. As-tu autre chose à me dire? Tu te rappelles? Non. L'accident de tandem où nous laissâmes nos guibolles. C'était dans les Ardennes. À la sortie de Sedan. Il y avait des acteurs qui n'en pouvaient plus. Il y avait un acteur qui a demandé à son médecin de lui donner une lettre pour qu'il cesse de travailler et d'avoir un arrêt de travail. Il ne pouvait plus. C'était tellement difficile parce qu'il fallait suivre. Et les acteurs qui restaient, bien sûr, il y en avait la plupart, témoignent aujourd'hui, c'était comme être avec un chef d'orchestre. Ils savaient exactement ce que... Et c'est ça avec Beckett, il n'y a rien de gratuit. Ce qu'il détestait le plus, c'était la gratuité. Parce qu'il y a déjà assez de chaos dans la vie, il ne faut pas ajouter. Il faut mettre l'ordre là où on peut, soi-même. C'était ça. C'était un metteur en scène qu'aucun acteur ne pouvait contredire. Pas parce qu'il était toujours d'accord, mais parce qu'il a vu que Beckett avait une vision. Il voyait ce qu'il avait écrit, il voyait ce qu'il fallait faire. Et c'était tellement difficile. Il y a un metteur en scène, le directeur, Tristram Power, qui a écrit, il m'a dit une fois, c'était tellement difficile de faire ça. Il dit en anglais, la porte doit être imperceptiblement ouverte. Alors il a dit comment faire imperceptiblement ouverte. C'était très difficile, mais il l'a fait. Voilà. J'irai dans les bois, je verrai le ciel, la terre. Je courrai. On me poursuit. Vous avez mis en scène Bernard Lévy, fin de partie au théâtre de l'Athénée. J'aimerais d'abord savoir comment vous avez surmonté en amont de cette mise en scène cet obstacle qui est celui de la fidélité à Beckett, puisqu'il s'agit d'un auteur extrêmement exigeant et extrêmement précis pour ce qui est précisément de la mise en scène de ses textes. Au-delà du fait même qu'il est exigeant et précis, on a, nous, metteurs en scène, l'obligation par lui-même et maintenant par ses ayants droit, donc de respecter les didascalies. Alors, il fallait bien poser cette question parce que ça a été la première grande question à laquelle il a fallu que je réponde, parce que évidemment, ça pose la question au metteur en scène de quelle posture il va avoir par rapport à ses didascalies. Donc ça a été difficile parce que je me suis entre guillemets pris la tête à me dire mais
est-ce que vraiment je vais les respecter, et puis pourquoi les respecter, enfin tout ce genre de questions auxquelles on n'est pas habitué, parce que il est rare qu'on doive vraiment respecter les didascalies. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté de me poser cette question en me disant mais et si au contraire ça t'amenait autre chose, et si dans cette contrainte-là, tu ne trouvais pas une certaine matière, et d'une certaine façon, est-ce que la contrainte n'allait pas me mettre dans une certaine posture dans laquelle je ne me serais pas mis naturellement, et qui allait m'apporter des choses. Et ça a été le cas. Je dois dire que j'ai été... C'était pas vraiment agréablement surpris parce que je m'en doutais un peu, mais j'ai pris du plaisir, même beaucoup de plaisir à être dans cette posture-là, sous la contrainte. Et donc j'ai eu ce plaisir-là, oui. Intérieur sans meubles, lumière grisâtre. Au mur de droite et de gauche, vers le fond, 2 petites fenêtres au perché, rideaux fermés. Porte à l'avant-scène à droite. Accroché au mur, près de la porte, un tableau retourné. À l'avant-scène à gauche, recouverte d'un vieux drap, 2 poubelles l'une contre l'autre. Au centre, recouvert d'un vieux drap, assis dans un fauteuil à roulettes, âme. Immobile à côté du fauteuil, Claude le regarde. Il va se mettre sous la fenêtre à gauche, démarche raide et vacillante. Il regarde la fenêtre à gauche, la tête rejetée en arrière. Il tourne la tête, regarde la fenêtre à droite. Il va se mettre sous la fenêtre à droite. Il regarde la fenêtre à droite, la tête rejetée en arrière. Il tourne la tête et regarde la fenêtre à gauche. Il sort, revient aussitôt avec un escabeau, l'installe sous la fenêtre à gauche, monte dessus, tire le rideau. Il descend de l'escabeau, fait 6 pas vers la fenêtre à droite, retourne prendre l'escabeau, l'installe sous la fenêtre à droite, monte dessus, tire le rideau. Il descend de l'escabeau, fait 3 pas vers la fenêtre à gauche, retourne prendre l'escabeau, l'installe sous la fenêtre à gauche, monte dessus, regarde par la fenêtre. Rire bref. Il descend de l'escabeau, fait 1 pas vers la fenêtre à droite, retourne prendre l'escabeau, l'installe sous la fenêtre à droite, monte dessus, regarde par la fenêtre. Rire bref. Il descend de l'escabeau, va vers les poubelles, retourne prendre l'escabeau, le prend, se ravise, le lâche, va aux poubelles, enlève le drap qui les recouvre, le plie soigneusement et le met sur le bras. C'est un texte en lui-même. D'une certaine façon, quand on monte Beckett, on ne monte pas seulement le texte qui est dit, mais on travaille aussi sur les didascalies, qui est une matière finalement, même si c'est une matière qui n'est pas dite, entre guillemets, c'est un autre texte qu'il faut travailler en parallèle du texte que l'on va jouer. Alors oui, au début, ça peut paraître un peu difficile, mais c'est plus difficile pour les lecteurs parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir autant de didascalies. Pour nous, metteurs en scène, on est un peu plus habitué à ça. Et puis après, oui, c'est ça. Bon, après, on est habitué. Enfin bon, on sait que ça fait partie de la règle du jeu. Et bon, voilà. Après, on travaille sur ces didascalies. Je tiens juste à préciser une chose, c'est que ce n'est pas parce que entre guillemets, on respecte une didascalie qui pourrait être, par exemple, tel personnage fait 6 pas d'un côté, il revient, que notre part de création est moindre. Parce que quand Beckett dit, par exemple, un intérieur sans meubles, lumière grisâtre, qui sont les premières didascalies qu'il donne, on ne vous dit pas comment est cet intérieur, on ne vous dit pas qu'est-ce que c'est que la lumière grisâtre, parce que ça, évidemment, il y a plusieurs façons de faire une lumière grisâtre, il y a plusieurs façons de faire un intérieur sans meubles, et je crois d'ailleurs que pour ce qui est de fin de partie, c'est toujours ces murs gris, cette ambiance un peu misérable ou bunker, je n'avais pas du tout envie de ça, et en même temps, il fallait que je respecte les didascalies. À propos de la lumière, vous avez fait un remarquable travail dans cette mise en scène de fin de partie, Bernard Lévy, en restituant ce fameux gris qui crée une atmosphère de nulle part, de non-lieu, et qui baigne toute la pièce, presque d'une atmosphère magique.
Oui, il était important pour moi que quand les spectateurs allaient voir la première image de ce spectacle, on ne soit pas dans ce qu'on croit qu'on va voir une nouvelle fois d'un énième décor de fin de partie avec ses murs, ses fenêtres, cette porte, ces poubelles et tout ce qui est décrit dans les didascalies et que l'on trouve plus ou moins dans chaque mise en scène. Je ne voulais pas d'un décor réaliste, pour moi c'est plus un espace mental. Et à la fois, donc je vous dis, il fallait qu'il y ait ces portes, cette fenêtre, donc d'où l'idée qui nous est venue de faire une sorte de croquis à main levée en 3 dimensions qui représenterait tout ça, mais qui serait évidé, qui serait rendu un peu plus abstrait et qui serait une sorte de boîte mentale comme ça. Donc oui, c'était important pour moi que déjà cette première image soit pas habituelle pour placer le spectateur dans une position un peu nouvelle. Jeudi 9 mai 1957, France Observateur, fin de partie. La nouvelle pièce de Samuel Beckett que vient d'accueillir le studio des Champs-Élysées était impatiemment attendue. Le souvenir proche des représentations d'En attendant Godot, l'extraordinaire retentissement de cette première affirmation théâtrale du romancier à travers le monde avait préparé notre attente, qu'avivaient encore les échos de la création toute récente, à Londres, de cette fin de partie. On avait pu en lire le texte auparavant, qui déjà fixait le dessin et les thèmes, mais il fallait que l'accomplissement de la scène donne à l'œuvre sa physionomie définitive pour que la perspective soit complète et qu'on puisse tenter d'en prendre la mesure. Je dis tenter. Pourquoi ne pas avouer en effet combien la mise en ordre de mes impressions me paraît difficile, dans le même temps où j'éprouve que ce malaise et cette incertitude du jugement participent à l'originalité, à l'essence même de l'ouvrage. À 20 ans, j'étais déjà attiré par fin de partie. Je m'en rends compte maintenant, et tant mieux, et c'est pas grave, à quel point je n'y comprenais rien. Mais c'est pas très grave, ça veut dire que j'étais touché au-delà de toute compréhension globale, si tant est qu'on puisse en avoir une, de fin de partie. J'étais intrigué, ça me touchait et j'aimais ce texte depuis très longtemps. J'aime aussi Godot, oui aussi Oh les beaux jours, mais si évidemment j'avais à aborder Beckett, je vois pas, c'était par celui-là, puisque je l'avais déjà abordé en tant qu'étudiant. Et lorsque vous dites, Bernard Lévy, qu'on peut être touché par Beckett même si on n'y comprend rien, je crois que ça c'est vraiment essentiel, parce qu'il déclenche des choses absolument fondamentales. Et probablement, quand on sort d'une mise en scène comme la vôtre, on est différent. Si j'ai été touché à l'âge de 20 ans, et maintenant ça se vérifie, mais d'autant plus qu'il y a des classes entières de lycéens qui viennent voir fin de partie. Et je dois dire que moi-même, l'équipe, les gens du théâtre, on a été complètement estomaqués de voir l'accueil qu'ont eu ces lycéens envers Beckett. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment, je me posais vraiment beaucoup de questions. Je me disais, mais est-ce qu'ils vraiment ils vont accrocher à ça? Et on s'en rend compte que eux ne se posent pas de questions sur Beckett. C'est-à-dire que eux n'ont pas la culture, j'allais dire, entre les années 50 et maintenant, de ce qui a été véhiculé sur Beckett. Pour eux, des fois, Beckett apparaît comme un auteur complètement gore. C'est-à-dire que ces personnages cassés, le fait qu'on dise putain, ou je dis des petits exemples, des petites choses, pour eux, c'est complètement nouveau pour eux, c'est actuel, ils se posent pas, ils se disent pas, oh, Beckett, le théâtre de l'absurde, on comprend rien, c'est morbide et tout ça. Ça, c'est les adultes. Et puis, bon, évidemment, moi, ma mise en scène, j'ai essayé de lutter contre ça, en essayant de dire que Beckett, c'est la rage de vivre, c'est pas le désir de mourir, hein, c'est pas la complaisance dans la mort. Et donc, pour les lycéens, eux, je dois dire qu'ils le prennent en pleine figure, ils se marrent parce que c'est drôle et qu'ils n'ont pas de filtre, et ça marche très très bien. Oui, je vois ce qu'ils font, oui. Je vois ce que c'est. Et même sans aller jusque-là, nous-mêmes, par moments, hein,
Dire que tout cela n'aura peut-être pas été pour rien. J'ai une puce! Une puce? Il y a encore des puces? À moins que ce ne soit un morpion! Mais à partir de là, l'humanité pourrait se reconstituer à trapla pour l'amour du ciel! Je vais chercher la poudre! Une puce, c'est épouvantable! Quelle journée! Je suis de retour avec l'insecticide! Flanc client, plein la lampe! Fin de partie est probablement, Bernard Lévy, un des très très beaux exemples de la liberté extraordinaire de Beckett avec la langue, parce que c'est une pièce qui est bourrée de calembours, de jeux de mots. Est-ce que ça n'est pas le fait qu'il écrive dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle qui lui donne cette liberté formidable? Oui, c'est ce qu'on a dit. Moi, je dirais, je rajouterais deux autres choses, parce que Beckett, je crois que quand il aborde le théâtre, on dit qu'il souffrait beaucoup en écrivant des romans ou des nouvelles. Je crois que quand il aborde le théâtre, c'est d'une certaine façon pour prendre un peu plus de plaisir. L'autre chose, c'est que Beckett était quelqu'un de très élégant au-delà du physique, au-delà de son aspect, physique. Certes, je trouve même que c'est le paradigme de l'élégance, mais je trouve que sa grande élégance, c'est justement de placer et de nous dire toutes ces choses avec un formidable humour. Donc, quand Beckett apparaît dans les années 50-60, il est très significatif et on insiste d'une certaine façon sur ce qu'on croit qu'il veut nous dire. Parce qu'on passe son temps à chercher qu'est-ce qu'il veut nous dire. Donc on appuie et d'une certaine façon on est didactique. Surtout ne pas rire face à des choses si dramatiques que la souffrance, que la mort, que quand Beckett dit la fin est dans le commencement et cependant on continue, ou vous êtes sur terre, c'est sans remède, mais c'est pas plus grave que ce qu'il dit. Oui, c'est vrai, la fin est dans le commencement et cependant on continue. C'est tellement vrai. Et oui, vous êtes sur terre, c'est sans remède, mais c'est pas pour autant que c'est sans remède dans la tragédie. On pourrait peut-être, Bernard Lévy, donner un ou deux exemples de cette façon extraordinaire qu'a Beckett de parler de tragédie en faisant des jeux de mots et des calembours. Je pense à la façon qu'il a, par exemple, d'utiliser le mot naturellement. À un moment, c'est assez... Ah oui, il est mort naturellement, sauvé médecin, et il n'était pas vieux, mais il est mort naturellement. Voilà. C'est un jeu de mots. Oui. Cette attention incroyable, parce que quand on a la langue française pour langue maternelle, on ne remarque pas ça, le fait que naturellement peut donner lieu à des... Il y en a d'autres. Oui, il y a d'autres exemples. La vache, tu l'as eu? On dirait, à moins qu'elle ne se tienne coït. Coït? Quoi, tu veux dire? À moins qu'elle ne se tienne quoi? Ah, on dit quoi? T'en as dit pas coït? Mais voyons, si elle se tenait coït, nous serions baisés. Oui, c'est du langage, parce que, en fait, c'est quand même ça aussi, Beckett, c'est beaucoup du langage, beaucoup de musique. On a parlé, c'est vrai, moi j'ai beaucoup travaillé, je me suis retrouvé un peu comme un chef d'orchestre, c'est-à-dire que j'ai voulu travailler ça aussi d'un point de vue musical, d'un point de vue du rythme, et laisser parler le langage, l'interpréter, l'incarner. Mais il fallait trouver la crête entre une incarnation qui ne soit pas naturaliste, cette équation entre une incarnation qui ne soit pas naturaliste, c'est-à-dire ne pas banaliser la langue, ne pas la rendre quotidienne forcément, ne pas la rendre actuelle forcément, et en même temps lui donner une certaine, comment dire, forme, c'est pas tout à fait le mot parce qu'on serait un peu formaliste, mais trouver cette ligne de crête comme ça entre une interprétation incarnée mais pas trop naturaliste ou quotidienne. Et je suis assez content parce que souvent on m'a dit après la représentation, mais vous avez rajouté du texte, bien souvent, et ça prouve que le texte, ceux qui ne le connaissaient pas sont étonnés parce qu'ils ne pensaient pas que c'était ça Beckett, et ceux qui le connaissaient l'ont entendu d'une certaine façon. Enfin, ils n'avaient pas l'habitude de l'entendre comme ça, et ça les a surpris. Ils ont l'impression qu'on a rajouté du texte. Comme moi. Un jour, tu te diras, je suis fatigué, je vais m'asseoir, et tu iras t'asseoir. Puis tu te diras, j'ai faim, je vais me lever et me faire à manger. Mais tu ne te lèveras pas. Tu te
dira « J'ai eu tort de m'asseoir, mais puisque je me suis assis, je vais rester assis encore un peu, puis je me lèverai et me ferai à manger. Mais tu ne te lèveras pas, et tu ne te feras pas à manger !» Allons-nous-en. Et que dire, Pierre Chabert, de la réputation de théâtre pessimiste, voire sinistre, qui continue aujourd'hui encore à accompagner les pièces de Samuel Beckett, alors bon, qui sont bien évidemment fondées sur le fait qu'il représente une vision assez tragique de la condition humaine, mais est-ce que pour autant on peut continuer à parler de son théâtre comme d'un théâtre pessimiste et sinistre ? Pourquoi pas? C'est très bien qu'il soit pessimiste. C'est très bien qu'il soit noir. C'est très bien qu'il roule l'humanité dans la merde. Parce qu'elle y est. C'est du réalisme, je dirais. Moi, je trouve ça dérisoire qu'on traite Beckett d'auteur noir et pessimiste. Je veux dire, dans un siècle comme le nôtre, qui a vu les chambres à gaz, qui a vu tout ce qu'elle a vu, on va pas épiloguer là-dessus, qu'on dise Beckett il est pessimiste, je trouve ça à mourir de rire. C'est très drôle. C'est très très drôle. Alors, bien sûr, c'est un auteur... Ouais, je veux dire, au contraire, c'est une œuvre qui est pleine de lumière. D'ailleurs, pour voir la lumière, il faut du noir. Il faut du noir. Ce qui me frappe, moi, au contraire, c'est l'énergie qu'il y a dans Beckett à surmonter justement la turpitude humaine, tout ce qui nous tire vers le bas, la lutte contre le temps qui gagne et contre l'inertie qui va tous nous gagner, par exemple comme Winnie. C'est formidable, Winnie. Elle est là, elle est enterrée jusqu'à la taille, puis après jusqu'au cou. Qu'est-ce qu'elle fait, Winnie? Elle continue à trouver ça merveilleux. Elle ne parle pas trop. Quelquefois, bien sûr, elle a des bouillons de mélancolie. Sa voix se brise, mais elle reprend toujours. Étendue d'herbes brûlées s'enflant au centre en petits mamelons. Pente douce à droite et à gauche. Derrière, la fuite et la rencontre au loin d'un ciel sans nuages et d'une plaine dénudée. Lumière aveuglante. Enterrée jusqu'au-dessus de la taille dans le mamelon, Winnie. La cinquantaine, de beau reste, bras et épaules nus, corsage très décolleté, collier de perles. À côté d'elle, à sa gauche, un grand sac noir, genre cabas, et à sa droite, une ombrelle. Derrière elle, allongée par terre, cachée par le mamelon, Willy. Réveillée par une sonnerie perçante, Winnie a commencé sa journée. Elle a tiré successivement de son cabas une brosse à dents, un tube de pâte dentifrice, une petite glace, des lunettes et leur étui, un bâton de rouge à lèvres, une toque genre Bibi. Elle tentera à plusieurs reprises et avec un résultat de plus en plus précis de lire l'inscription gravée sur le manche de sa brosse à dents. La journée est déjà bien avancée. Le vieux style. Cependant, il est encore un peu tôt, sans doute, pour ma chanson. Chanter trop tôt est une grave erreur, je trouve. Il y a le sac, bien sûr. Le sac. Saurais-je en énumérer le contenu? Non. Saurais-je répondre si quelque bonhomme venant à passer me demandait « Oui, mais ce grand sac noir, de quoi est-il rempli ?» Saurais-je répondre de façon exhaustive? Non. Les profondeurs, surtout. Qui sait quel trésor? Quel réconfort? Oui, il y a le sac. Mais je m'entends dire, n'exagère pas, Winnie, avec ton sac. Profites-en, bien sûr, pour aller de l'avant quand tu es coincé, bien sûr, mais sois prévoyante. Je m'entends dire, Winnie, sois prévoyante. Pense au moment où les mots te lâcheront et n'exagère pas avec ton sac. Un tout petit plongeon, peut-être. Quand même. En vitesse. Elle plonge la main dans le sac et en sort un revolver. Oh les beaux jours est une pièce qui, à première vue, se situe
dans la trajectoire beckettienne d'un enfoncement de plus en plus grand vers le désespoir et la négation. Mais il y a aussi un phénomène nouveau. C'est que le personnage principal, qui est une femme, ne ressemble pas aux autres personnages féminins de Beckett. Il y a combien de personnages sur la scène? Sur la scène, il y en a un, c'est-à-dire la moitié d'un. Parce que cette femme est enfouie dans la terre jusqu'à mi-corps. Et dans un trou, derrière elle, il y a son mari, dont nous voyons apparaître le crâne et qui lit un journal que nous apercevons. Et nous ne connaîtrons cet homme vraiment qu'à la toute fin de la pièce. Elle poursuit avec son mari, qui est derrière elle enfoui, une conversation, ou plutôt un grand monologue, n'est-ce pas, ponctué d'appels. Elle le prend à témoin de tout ce qui lui passe par la tête. Si vous voulez, nous allons demander à Madeleine Renaud de venir au micro et de nous parler du personnage qu'elle tient dans cette pièce. Eh bien, je n'avais jamais rencontré Samuel Beckett. Bien sûr, j'avais été une des premières spectatrices En attendant Godot. Et un jour, dans un couloir du Théâtre de France, Roger Blin était là, qui m'attendait avec une toute petite brochure à la main et qui m'a dit avec son ton mi-bourru, mi-affectueux, « Tiens, lis donc ça, ça peut peut-être t'intéresser. » En rentrant chez moi, je me couche et je me mets à lire cette toute petite brochure. Inutile de vous dire que je n'ai pas dormi de la nuit. Je me rappelle, au dernier étage de l'Odéon, il y avait un petit foyer. On s'est assis tous les trois, l'un en face de l'autre, très troublés, très émus, et ont commencé ces merveilleuses répétitions qui ont duré à peu près 2 mois. Et comment ça s'est passé la première fois? Vous avez commencé de lire le texte devant lui? Oui, j'ai eu la tâche facilitée par le fait que toutes les répliques, toutes les pensées de Winnie, je les ressentais depuis l'âge de 35 ans. Depuis l'âge de ma première ride, alors c'est-à-dire même un petit peu avant 35 ans, 22 ans si vous voulez. Et j'ai été si bouleversée qu'évidemment tout ce que je ressentais, j'ai dû le mettre dans cette lecture. Et j'ai pensé, et d'ailleurs le public féminin m'a donné raison, et même masculin. Oui. Parce que j'ai eu vraiment dans ma loge, après chaque représentation, que ce soit en France, à l'étranger, en province, partout, des visages bouleversés par ce problème. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, j'ai vu souvent des jeunes filles avec ce front si lisse, cette bouche si impeccable, venir également bouleversées. Je leur ai dit, mais comment ça se fait avec un si joli front? Vous n'avez pas encore une seule trace de la vie sur le visage. Comment se fait-il que vous soyez à ce point bouleversés? Et il y en a quelques-unes qui m'ont dit, on sent que ça doit être comme ça. Long silence. Il était d'une bonté. Comme un saint. Oui. Ce qui était pour lui très important, c'est le désarroi. C'est la souffrance. Et il voulait aider. Il voulait être utile. C'est rare. C'est une urgence qui s'est présentée à lui. Simplement, parce que c'est évident que tout cela est urgent. On ne peut pas s'empêcher. C'était le 14 août 1922. Proust s'en allait. Et si le monde allait finir, que feriez-vous? Lui avait demandé le journal L'Intransigeant. Petite question. Allait finir. Comme la vie nous paraîtrait brusquement délicieuse, dit celui qui partait, alors notre paresse, dit Proust, qui ajourne sans cesse la vie, serait défaite. Si le monde allait finir, à la fin, je vivrais, dit le mourant, je m'arracherais à la négligence. C'était le 9 décembre 1989. Beckett s'en allait. « I'm done », dit-il à son dernier visiteur. C'est-à-dire, je suis cuit, je suis foutu. « Et vous, maintenant que le monde va finir ?» demande la voix curieuse à Beckett. « Que direz-vous ? Was there much of the journey you found worthwhile ?» Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans ce voyage dont vous avez trouvé que ça valait la peine ? Réponse : Precious little.
2 mots. Precious little. Un temps. Gogo, qu'est-ce qu'il y a? Tu as lu la Bible? La Bible. J'ai dû y jeter un coup d'œil. Il n'était pas religieux, mais il n'a jamais abandonné Dieu. Enfin, le mot Dieu chez lui, c'est bien sûr. Pas. Non, bien sûr, ce n'est pas Dieu. Anne Attic et Avigdor Arica. Tout ce qui est pur et beau est vrai. Mais non, il n'était pas religieux dans ce sens-là. Il était très religieux dans ses sentiments. Disons comme ça, la Bible était très présente en lui, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Mais par son écriture. Et par son écriture. Il cite des phrases de la Bible, pas seulement des évangiles, mais de l'Ancien Testament aussi. Il y a tellement de citations. D'ailleurs, il y a des livres consacrés à Beckett et la Bible, à toutes les citations. Il y a énormément. Il ne connaissait pas que ça comptait beaucoup pour lui. Et souvent, dans notre prenant de repas, on citait... il citait les évangiles, mais il citait aussi, pas seulement les paroles de Jésus, mais il citait aussi Samuel, des psaumes. Il connaissait beaucoup les psaumes. Oui. Enfin, j'ai écrit dans mon livre la dernière, ça que je ne vais pas répéter parce que ça me met en larmes de nouveau, mais ça comptait énormément pour lui. Et il a été élevé dans la Bible. Sa mère le lisait la Bible tous les jours. Je ne sais pas si c'est mais pour d'autres raisons. Ça, il n'aimait pas, au fond. Mais il a été reconnaissant envers elle parce de l'avoir accompagné dans la Bible. Oui. Non, il n'était pas du tout croyant. Ça, il ne faut pas le dire. Non. Non, et d'ailleurs c'est très explicite dans ses textes. Bien sûr. Mais pour lui, le lien était l'écriture. L'écriture. La langue. C'est important. Parce que n'oublions pas, contrairement à d'autres textes, disons, sacrés, en guillemets, c'est pas la peine de dire sacré, mais il y a, bien sûr, il y a dans l'Ancien Testament toutes sortes de choses, mais il y a au fond des moments tels qui sont devenus symptomatiques et fondamentaux. Parce que c'est les moments de la vie sont là, décrits, avec une économie extraordinaire. Mais reprenons le récit. Samuel Beckett est doué d'une profusion de talents. Poésie, roman, théâtre, radio, télévision, cinéma. Film, titre d'un court-métrage écrit par Samuel Beckett, lui permit de rencontrer le plus grand burlesque de tous les temps, Buster Keaton, dont ce fut l'une des dernières apparitions à l'écran. Le premier plan de film, un très gros plan, est celui d'un œil, symbole du regard intérieur. Puis, un mur. Et de dos, une silhouette en fuite, tête basse, s'échappant le long du mur. Beckett, rédigeant les premières notes du projet de film, écrivait « Il apparaîtra seulement à la fin du film que l'œil poursuivant est celui non pas d'un quelconque tiers, mais du soi. » Est l'unique réalisation cinématographique de Samuel Beckett. Comment est née cette aventure cinématographique, Barbara Hutt ? Donc Samuel Beckett avait écrit un scénario et il a été sollicité pour venir assister au tournage du film aux États-Unis. En fait, c'était à l'initiative de son éditeur américain qui s'appelle Barney. Et lorsque Beckett est arrivé, il s'est mêlé de la réalisation. La réalisation, c'était Alan Schneider, qui était en fait pas du tout un cinéaste, mais un metteur en scène, le metteur en scène américain de Beckett, qui avait décidé de tourner ce film. Donc voilà. Et donc Samuel Beckett s'est toujours intéressé au cinéma en fait. Quand il était très jeune, il avait même écrit une lettre où il demandait à Eisenstein s'il pouvait peut-être être assistant sur l'un de ses films. Il n'a jamais eu de réponse. Alors c'est Buster Keaton qui joue dans ce film. Buster Keaton pour qui Samuel Beckett a une profonde admiration depuis très longtemps. Bien sûr, il avait une profonde admiration pour Buster Keaton, pour Charlie Chaplin, enfin pour les comiques. Hein. Et effectivement, Buster Keaton était très très étonné en lisant ce scénario, hein, assez déconcerté. Ce film, Barbara Hutt, est une sorte on pourrait dire, de synthèse de l'univers de Beckett. Il est à la fois drôle et effrayant en même temps.
Il est drôle, il est effrayant. Et puis moi, là, en le revoyant là, au Théâtre de la Ville, puisqu'on sort de la projection, ce qui m'a beaucoup frappé, là, cette fois-ci, c'est la poésie qu'il y avait aussi dans ce film-là. Parce que, bon, on sait que le scénario tourne autour de la perception, puisqu'il est parti d'une phrase d'un philosophe Berkeley, être, c'est être perçu. Bon. Mais c'est un peu un prétexte. Hein. Donc, on a Buster Keaton donc, qui joue le rôle d'un protagoniste qui est poursuivi par la caméra. Hein. Donc on le voit de dos. Dès que la caméra dépasse un certain angle, il se cache. En fait, le personnage est à la fois l'œil qui regarde et celui qui est regardé. Voilà, donc moi j'ai été frappée aussi par la poésie de l'ensemble de ce film, qui est en noir et blanc, qui n'est pas tout à fait muet, puisqu'il y a un mot enfin, qui est chut. Voilà, qui est prononcé par un des personnages qui voit Buster Keaton apparaître. Est-ce qu'on peut peut-être voir Barbara Hude dans film, qui est donc un film presque muet, une sorte d'expérience presque logique pour Samuel Beckett, qui toute sa vie a cherché une espèce d'épure de la langue, une langue la plus mince possible, et là il arrive au film muet, il n'y a plus de mots du tout. Moi, ce qui me frappe déjà dans la réalisation de films, c'est qu'il ne va pas avoir recours à des procédés de cinéma, des fondus, quand vous parliez d'épure, déjà là, il fait un choix de la simplicité, et même parfois, on est un petit peu étonné le choix de ne pas se servir de techniques illusionnistes. Donc c'est très très étrange dans le film. Alors il y a des images floues, il y a des plans flous, la caméra est fixe. Donc il y a une façon qui lui est propre d'utiliser ce média-là. Oui, effectivement. On n'a pas dit, c'est un film qui date de quelle année? Alors le film lui-même date de 1963. Voilà. Comme le film qu'on a vu après qui s'appelle Tous ceux qui tombent. Donc là, Tous ceux qui tombent, ça n'est pas une réalisation de Samuel Beckett, mais de Michel Mitrani, avec, vous avez vu, de grands acteurs, Alice Sapritch, Guy Tréjean. Et il s'agit d'une pièce, en fait, radiophonique de Samuel Beckett, qui a été traduite en français par Pinget. Et le film garde les traces de ça, puisque la bande-son est extrêmement riche. Voilà. C'est un film très impressionnant, qui est magnifiquement réalisé. Oui. Je crois qu'il y a eu quand même pas mal de détracteurs par rapport à ce film-là, mais Alice Sapritch, qui donc interprète le rôle principal, Madame Roney, je crois qu'elle en a toute la fantaisie, l'extravagance, la gravité, et elle rend bien la truculence de cette langue, donc où les propos sont souvent assez choquants d'ailleurs. Puis bon, et à l'époque, là, Tous ceux qui tombent, donc est la première pièce radiophonique de Samuel Beckett, et elle porte encore les traces de l'analyse d'ailleurs qu'a faite Samuel Beckett, puisqu'il a suivi une analyse avec un jeune psychiatre qui s'appelait Bion, et il avait assisté à une conférence de Jung. Et donc, dans Tous ceux qui tombent, à un moment donné, on a une scénette qui raconte, Madame Roney raconte ça, l'histoire d'une jeune femme qu'on essayait de soigner et on ne trouvait pas ce qu'elle avait. Et donc, le psychiatre dit, en fait, elle était juste en train de mourir. En fait, elle n'était jamais née. Donc, il y a des thèmes très graves dans ce film-là, Tous ceux qui tombent. Donne-lui 20 sous. Tiens, chérie, cours vite acheter un rocher praliné. Oui, madame. Viens me chercher lundi, si je vis encore. Oui, monsieur. Nous aurions pu économiser 6 francs. Nous en avons économisé 5. Mais à quel prix? Tu n'es pas bien? Une fois pour toutes, ne me demande pas de parler et d'avancer en même temps. Je ne te le redirai plus dans cette vie. Tu n'es pas bien. En finissons-en avec ce précipice. Mets ton bras autour de moi.
tu as encore bu, tu trembles comme une feuille. Vas-tu pouvoir me guider? On va tomber dans le fossé. Rodin, ce sera comme autrefois. Ah, ressaisis-toi. Sinon, j'envoie Tommy chercher le fiacre. Alors, au lieu d'avoir économisé 6 francs, non, 5, nous en aurons perdu 2 et 3, moins 6, 1, et non plus 1, 1 et non plus 3, et 1, et 9, et 1, 10, et 3, 2, et 1. Nous aurons dilapidé la somme de 25 francs. Seul, le mot. Le mot seul, seul, pour signer et tenir compagnie aux dépeupleurs, autodépeuplants, autodépeuplés jusqu'à l'os, mais seulement jusqu'à l'os. Car pour être seul, il faut être plus d'un. Seul se sent seul celui qui est accompagné, entouré, pressé de solitude. Seul se tient compagnie dans le voisinage de zéro. On a mis 2000 ans à donner un sens utilisable à la chose voisin ou près. Qu'est-ce que près? Le proche, le prochain, et on n'a pas fini. Ton titre dit le voisin de zéro, c'est évidemment le voisin immédiat que tu veux dire. Il n'y a pas un voisin, il y a un voisinage. Au voisinage de zéro, il y a une infinité de voisins. Si tu te places entre 0,02 et 0,000000002, tu as du monde, dit le mathématicien. Soit le voisin de zéro, ça sautille. Si M. Beckett est le voisin de zéro, qui est zéro? Mais il se peut que Beckett soit zéro. Le voisin de zéro vient lui rendre visite. Le voisin de zéro tend vers zéro, il n'y arrive jamais. Il reste toujours un petit quelque chose. Precious little. Un petit quelque chose, c'est pas rien, c'est un petit rien, c'est jamais rien. On se rapproche. Le voisin va chez zéro, l'ensemble vide, le voisin ou sa voix. Ça vous va? Precious little, oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est magnifique, ça, pour résumer une vie. Precious little. Ça, c'est cette force qu'il y a dans l'économie de sa langue. Et ça se passe entre Proust et Beckett, il faut savoir. C'est-à-dire que ça se passe entre les deux extrêmes. Entre la surabondance de Proust qui tend vers l'immortalité et l'exténuation et la maigreur de Beckett qui tend vers la mortalité. Et entre les deux, il y a Kafka, infiniment, abondamment, partout. C'est très beau, Hélène Cixous, également dans ce texte, c'est la façon dont vous parlez de la fidélité de Beckett à lui-même. C'est ce qui est je dirais que c'est ça son génie. C'est qu'il est naturellement lui-même dès son plus jeune âge. Quand il a 23 ans, tout est joué. Tout est là, il a déjà fait ses manifestes extraordinaires, c'est-à-dire ces grands textes sur la langue, qui sont peu connus, puisqu'ils sont introuvables quasiment en France, c'est-à-dire à la fois son vaste texte excentrique et magnifique, le Medling, dont je ne sais même pas si c'est traduit d'ailleurs, et puis la fameuse lettre en allemand, une lettre absolument géniale à Axel Kahn, qui est stupéfiante, et où on voit justement il faut dire en plus que c'est un génial polyglotte, c'est-à-dire qu'à 23 ans, il parle parfaitement 3, 4, 5 langues, ce qui est admirable, et il choisit la française pour des raisons très précises, qu'il définit. Enfin, il y a une économie du français qui est un français étranger pour lui, mais moi je pense que c'est un écrivain français. Il choisit justement la minceur du français, par opposition au gras de l'anglais. Parce qu'il commence quand même assez large, hein, il commence avec ses grands romans, et ensuite ça donne un processus de restriction jusqu'à justement tendre au voisinage, jusque dans la direction d'un zéro non accessible,
mais qui l'amène jusqu'à film, c'est-à-dire jusqu'à une évacuation du mot et un remplacement du mot par une sorte de langue visuelle. Donc il a un projet et il l'accomplit. Et ça, évidemment, c'est la marque du très grand, quoi. Votre texte, Hélène Cixous, souligne cette phrase qui revient de manière lancinante et permanente dans Le Dépeupleur. C'est si cette notion est maintenue. Et l'idée que toute notion peut à tout moment disparaître, c'est très... Dans Le Dépeupleur, c'est très fort, ça. C'est partout. Ouais, mais c'est partout, oui, c'est vrai. Là justement, alors, ce qu'il y a aussi chez lui, c'est ça, c'est qu'il fait des gammes, ce sont des variantes. Et c'est une tentative interminable d'épuisement impossible. Donc je ne pense pas qu'on trouvera dans un texte quelque chose qui n'est pas dans un autre texte. Il procède par répétition, par tentative d'usure de la répétition qui est inusable. Il usure jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, puisqu'à la fin, il n'y a pratiquement plus de mots. Seulement, il y a quelque chose d'autre à la place. Ouais. Voilà. Et on ne sort pas. Le rêve, ce serait, comme il le dit, d'en finir, mais le problème, c'est que en finir, c'est le rêve. Et c'est aller vers finir, en finir encore. Il y a toujours de l'encore. Sauf, voilà, quand Precious Little, quand il n'y a plus que Precious Little, et que ce little est toujours aussi precious, au moment où il est vraiment done, foutu, cuit, mort, mais de son vivant, il n'y a pas de fin. Il n'est pas le seul à le dire, hein. Je veux dire, tous les grands le disent, Derrida l'a dit, bon, c'est... Mais lui est quand même, Beckett, contrairement à Proust, qu'il adore, hein, il a comme une nostalgie de la mort, mais ce qu'il rencontre, c'est mourir. Et mourir, c'est vivre, c'est sans fin. Une vie, une œuvre, Samuel Beckett, avec Anatique, poète, auteur de Comment c'était, souvenirs sur Samuel Beckett, publié aux éditions de l'Olivier, Avigdor Arica, peintre, ami de Samuel Beckett, Tom Bishop, professeur de littérature à New York University, Pierre Chabert, acteur et metteur en scène, Hélène Cixous, romancière et essayiste, Barbara Hutt, metteur en scène, et Bernard Lévy, metteur en scène. Et avec les voix de Didier Anzieux, Roger Blin, Nino Franck et Madeleine Renaud. Texte lu par Amandine Pommier, Guillaume Marquet, Pierre Val, Éric Viellard. Archivina, Martine Auger. Prise de son, Olivier Berotte, Julien Bourdet, Alain Fauché. Mixage, Claude Niort. Réalisation, Dominique Costa, une émission de Catherine Pont-Imbert.